le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. Merci pour tout l'appui, les encouragements. Ceux et celles qui se sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Pour les autres, si vous ne l'avez pas encore fait, allez vous abonner. Aidez-nous à grandir. Évidemment, vous pouvez nous trouver sur tous les réseaux sociaux et les plateformes audio. Allez nous trouver, abonnez-vous, partagez le contenu. Ça nous aide beaucoup. Salim, comment ça va? Ben, ça va, puisqu'en plus de ça, premier rayon de soleil depuis un petit bout, alors on va pas les bouder. Ça va pas durer longtemps, par contre. Non, effectivement, mais là, on est en début juin. Puis, traditionnellement, en tout cas pour beaucoup de personnes qui suivent ça, le mois de juin, ça signifie souvent des activités qui commencent à Montréal, qui se succèdent, et il y en a une en particulier à laquelle j'ai très souvent participé dans le passé et que j'apprécie beaucoup, c'est la conférence de Montréal. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Mathieu Rondeau, qui est chef de la direction financière. Bonjour Mathieu. Bonjour messieurs. Un grand plaisir. On peut se tutoyer, je pense. Ouais. Absolument. C'est un épisode un peu différent des autres. On sort un peu à l'extérieur de l'horizon politique, mais on reste quand même connecté à la politique. Si loin, parce que c'est sûr et certain qu'un forum économique, il n'existerait pas sans une réalité politique ou économique. Non, effectivement. Puis en plus de ça, on est dans un contexte quand même international assez mouvementé, on va dire ça comme ça. Intéressant aussi pour ceux qui suivent ça de près. Et mais savez-vous quoi? Avant de rentrer dans ces considérations-là, Mathieu, est-ce que ce serait possible pour vous de faire une petite introduction sur la conférence de Montréal, le Forum des Amériques? Bref, démystifier un petit peu tout ça. Il y a beaucoup de gens qui vous connaissent déjà, en fait. Mais il y en a aussi d'autres qui gagneraient à en savoir plus. Avec plaisir, messieurs. Puis, je commencerai premièrement à vous remercier de nous avoir aujourd'hui. Le timing est bon. Comme vous l'avez dit, la conférence de Montréal se tiendra la semaine prochaine. Donc, c'est un plaisir d'être ici. Puis, félicitations pour votre podcast. Donc, bravo. Continuez. On en a besoin de plus. Donc, oui, effectivement, je suis ici, entre autres, pour vous parler de la conférence de Montréal. La conférence de Montréal, qu'est-ce que c'est? C'est un événement international qui se tient ici de façon annuelle à Montréal et qui réunit des leaders, des décideurs, on aime ça les définir comme des décideurs, surtout des décideurs du monde politique, du monde des affaires et du monde académique. Il y a également des participants de la société civile, mais c'est une grande rencontre annuelle de discussion et de panels. La conférence de Montréal, je vais vous donner quelques chiffres, c'est 2500 participants en présentiel, donc quand même un nombre important de délégués. C'est 150 conférenciers, dont plusieurs de ces conférenciers-là sont des conférenciers internationaux. Je pourrais vous en présenter quelques-uns. On parle de 40 à 50 pays qui sont représentés par différents représentants ou des délégations. Sur le site, on organise près de 150 rencontres bilatérales. Je vais vous parler un peu de ça également tantôt. Lorsqu'on parle de rencontres bilatérales, c'est ce qu'on organise, nous, pour nos partenaires et les conférenciers qui viennent à l'événement. Donc, la conférence de Montréal, en fait, 30 sessions, 30 activités sur différents formats, des plénières, des forums, des déjeuners-causeries, des sessions de réseautage, et tout cela sur une période de 3 jours. Donc, la conférence se tiendra du 9 au 11 juin prochain à l'Hôtel Bonaventure, donc au centre-ville de Montréal. Ce que je peux vous dire sur la conférence de Montréal, c'est que notre objectif, notre mission est vraiment d'être un outil de rayonnement et de développement économique pour le Québec et pour le Canada. Donc, pour nos entreprises, pour nos citoyens, c'est vraiment ça là, qui nous anime. Je vous dirais que de plus, on veut enrichir les discussions, les débats sur les grands enjeux qui nous touchent directement ou indirectement. Et on a mis en place à la conférence de Montréal beaucoup d'initiatives pour permettre la connexion directe entre les participants, entre les gens, dans une optique que les gens aient vraiment des, je vous dirais, des retombées tangibles de leur participation. Donc, c'est un aperçu. Je vous parlerai volontiers du programme un peu plus en détail, mais de façon générale, c'est ce qu'est la conférence de Montréal. Et pour vos éditeurs, petit moment marketing, ils peuvent aller consulter www.laconferencedemontréal.com
ils vont y trouver tous les détails, soit la programmation, les conférenciers, les aspects plus logistiques. Et je terminerai en disant que la conférence sera également diffusée sur notre chaîne YouTube. Donc, les gens qui ne peuvent pas être sur place pourront la voir sur YouTube et pourront visualiser les séances de leur choix par la suite, là, qui seront mises en ligne dans les journées qui suivront l'événement. Alors, pour ceux qui connaissent déjà la conférence de Montréal ou qui, comme moi, ont déjà été, c'est sûr que c'est un rendez-vous annuel quand même assez important. Vous l'avez dit, plusieurs décideurs québécois, canadiens et internationaux sont présents, à la fois pour partager informations, conférences et autres. Vous avez parlé aussi des rencontres bilatérales, donc c'est aussi des occasions d'affaires aussi pour plusieurs entreprises d'ici qui veulent s'exporter ou à l'inverse, internationales qui veulent s'établir ici. Et il y a quand même, comment dire, ça revient chaque année, donc ça veut dire on a créé une espèce de tradition, ça devient un rendez-vous incontournable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui motive vos partenaires quand ils décident de participer à la conférence de Montréal? Absolument. En fait, cette année marquera, c'est la 31e édition de la conférence de Montréal. Puis peut-être avant d'aller là, je voulais expliquer à vos auditeurs un peu ce que c'est pour qu'ils puissent comprendre quelle est la conférence de Montréal, pourquoi est-ce qu'elle est pertinente. Donc, lorsqu'on est rendu à 30 ans, 31 ans, évidemment, c'est une longévité. Puis, il faut qu'on ait été pertinent au fil du temps pour avoir cette longévité-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent peut-être moins bien la conférence de Montréal, elle a été créée en 1994 par M. Gilles Rémillard, avec l'aide de Paul Desmarais Senior, qui on connaît, qui est un homme d'affaires assez influent ici. Alors, oui. Juste un petit... excusez-moi, on s'appelle Politiquement parlant, donc on ne peut pas parler de Gilles Rémillard sans dire que ça a été un politicien bien en vue, bien sûr, à une certaine époque, ministre important du gouvernement fédéral, me semble, ou du Québec. En fait, M. Rémillard a eu 4 ministères. Il était avec Robert Bourassa. Donc, oui, il a été ministre provincial. Il a été, en fait, ministre des Affaires gouvernementales canadiennes. Donc, au cœur de plusieurs des négociations là, qui étaient clés constitutionnelles, effectivement. M. Rémillard est un grand constitutionnaliste. Il a été ministre de la Sécurité publique également, ministre des Relations internationales. Et beaucoup le connaissent pour son rôle de ministre de la Justice, dans lequel il a participé à la refonte du Code civil au Québec. Donc, ça, je pense que c'est un de ses legs définitivement importants. Oui, j'ai commis un impair en disant fédéral, mais effectivement, c'est bien le gouvernement du Québec. Alors, je vous laisse compléter. Vous étiez en train de dire, donc, lui, puis M. Desmarais. Exactement. Puis, en 94, on est, il faut se remettre, là, un gouvernement péquiste, Landry, Harel, Boisclair. On est une année avant le référendum. C'est aussi l'époque des accords de Marrakech, donc la création... Exactement. Donc, la création de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, on est dans cette mouvance-là et M. Rémillard et Desmarais veulent que Montréal, je vais utiliser l'expression conviviale, veulent mettre Montréal sur la map d'un point de vue de diplomatie économique. C'est vraiment ça ce qui les motive. Et c'est avec le projet de la conférence de Montréal que tout cela est né, avec cette première édition-là. Je vais rappeler quelques-uns des grands conférenciers qui ont participé à la conférence au fil du temps. Excusez-moi, juste avant que vous alliez là-dedans, parce que c'est super intéressant, mais on va aller là-dessus aussi. Donc là, on est dans un contexte effectivement à la fois local, qui, oui, avait connu un peu ses soubresauts avec le contexte référendaire et constitutionnel. Mais on était effectivement aussi dans un contexte mondial où on était en train d'essayer de... Enfin, comment on va dire? Le commerce international, c'était extrêmement bien vu.
encouragé. On est à peu près 2 ans après les accords de Maastricht en Europe, donc il y avait quasiment plus de frontières, en tout cas sur les marchandises, même de la circulation des personnes. Il y avait un libre-échange aussi de l'ALENA, hein, il ne faut pas l'oublier, avec l'arrivée du Mexique aussi là-dedans. Donc on était un peu dans cette mouvance-là. Donc on avait besoin à l'époque d'un forum, oui, pour mettre Montréal sur la map du commerce international, mais ça a aidé quoi, dans le fond, d'avoir la conférence? C'est-à-dire, au-delà d'avoir du beau monde et du monde intéressant, qu'est-ce que ça a apporté? C'était quoi l'espèce de tremplin qu'on essayait de faire au Québec et au Canada avec la conférence à l'époque? Écoutez, je n'étais pas partie prenante de ces discussions. Je me réfère à ce qu'on m'a expliqué. Oui, il y avait définitivement une volonté première que le Canada, que le Québec fasse partie prenante de ces discussions-là. Donc, non seulement il y avait des discussions, comme vous le mentionnez, il y avait des accords qui se faisaient en Europe, qui se faisaient aux États-Unis, mais on cherchait à avoir une plateforme bien canadienne dans laquelle on pouvait, nous, amener tous ces décideurs-là ici à Montréal, faire valoir nos entreprises, nos façons de faire, nos valeurs. Donc, je pense que c'est ce qui a motivé la création de la conférence de Montréal à l'époque. Mais encore une fois, je n'étais pas dans ces discussions. Oui, non, il n'y a pas de souci. De toute façon, on reparle d'histoire. Regardez, moi, à cette époque-là, disons que... on était plus jeunes. C'est ça. Je vous laisse continuer, puis je vais laisser George après poser ses questions. Mais vous étiez en train de nous dire aussi un petit peu quelles étaient un peu les têtes de gondole, les têtes d'affiche de la conférence, peut-être à l'époque, jusqu'à peut-être aujourd'hui, quelques noms. Effectivement, mais je pense que c'est une des particularités de la conférence de Montréal, sa capacité d'attraction des décideurs internationaux. Ça, je pense que ça nous distingue des autres plateformes qui existent au niveau provincial ou national. Si on regarde dans le temps, moi j'ai des entrevues assez fameuses qui me restent à la mémoire, mais on parle notamment de Henry Kissinger, donc qui est venu à la conférence 2 fois, qui avait fait je pense, des entrevues qui ont marqué la conférence de Montréal. Madame Christine Lagarde était évidemment une personne très impliquée au niveau de la politique monétaire à l'époque de la présidence du FMI. D'ailleurs, les 4 derniers présidents ou présidentes du FMI ont participé à la conférence de Montréal. Des noms comme Alan Greenspan qui viennent en tête. Donc, on connaît Alan Greenspan avec son mandat à la tête de la Réserve fédérale américaine. En termes de chef d'État, Michelle Bachelet, présidente du Chili, qui est venue à la conférence. M. Alvaro Uribe, président de la Colombie. Gerhard Schröder, chancelier allemand, a participé à la 8e édition. Vicente Fox, lors de son mandat, mais également peu après son mandat. Donc, ce sont tous des personnes qui ont contribué, je pense, à la notoriété de la conférence de Montréal à l'international. Des grands économistes, des noms qu'on connaît, les Paul Krugman, les Jeffrey Sachs de ce monde, ont aussi participé à la conférence. Au niveau du monde des affaires, évidemment, on cherche toujours à trouver ce bon ballon-là entre le monde politique, mais également le monde des affaires, faire ce pont-là qui est nécessaire entre les deux. Des noms comme Jeffrey Immelt de GE, M. Schwartzman, CEO de Blackstone. On peut penser à M. Rubenstein, de Carlyle. L'an dernier, nous avions eu Henry Kravitz, fondateur de KKR, donc un des plus gros fonds d'investissement au monde. Donc, tous des gens qui ont un impact direct sur l'économie, sur la finance internationale, ont participé à la conférence de Montréal. Peut-être un point que je rajouterais, c'est ce lien naturel-là que nous avons avec la France aussi, avec le vieux continent, ce qui fait en sorte qu'au fil du temps, plusieurs politiciens français, plusieurs grands PDG des grandes sociétés françaises et européennes ont naturellement participé à l'événement. Cette année, d'ailleurs, je m'excuse. Non, cette année, d'ailleurs, nous aurons M. Moscovici de la Cour des comptes. Qui, d'ailleurs, je pense que ce n'est pas sa première participation, je crois. Parce que je l'ai déjà rencontré là, il me semble, à moins que je me trompe. Mais juste avant de laisser George poser ses questions, effectivement, vous avez fait mention d'un certain nombre de politiciens français qui sont venus. Ben, effectivement, Mme Ségolène Royal, qui a déjà été
au deuxième tour de l'élection présidentielle en France. Michel Barnier, qui jusqu'à récemment a été Premier ministre de la République française, et d'autres. Et je le dis simplement parce que c'est là que je les ai rencontrés, c'est là que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de leur serrer la main. Donc c'est ça. Puis j'en passe, je pense qu'il y en avait d'autres. Monsieur Juppé, je crois aussi, était déjà... Monsieur Juppé est venu à la conférence de Montréal, effectivement. Effectivement, ancien premier ministre. Mais ça en dit long quand même aux gens qui se trouvent derrière toute cette organisation-là de pouvoir attirer ces gens-là avec une crédibilité, évidemment. On en passe, mais... J'aimerais juste faire le pont parce que c'est pas juste la conférence de Montréal. Peut-être, je sais que vous vouliez en parler aussi. Quand on parlait de crédibilité puis de longévité, c'est pas juste à Montréal. Vous avez plusieurs conférences, pas juste en Amérique, mais vous en avez une aussi à Paris. Donc, ça ajoute, je pense, un peu à la crédibilité, oui, de l'organisation, les gens derrière l'organisation et de la nature de ces conférences-là où ça ajoute à cette perpétuité de toujours continuer et d'avoir toujours des gens intéressants à venir participer. Tout à fait. Je dirais qu'au fil du temps, ça a été important, je pense, de s'étendre dans des nouveaux marchés. Justement pour construire dans ces marchés-là des réseaux, les renforcer pour pouvoir en bénéficier sur l'ensemble de nos plateformes. Fait que définitivement, cette stratégie-là d'expansion, je pense, elle était nécessaire, puis elle reste un excellent outil pour ramener des gens, justement, de la conférence de Paris, de Miami, puis je vous donnerai peut-être un petit tour d'horizon là, de l'ensemble de nos événements, mais je terminerai sur ce lien-là, justement, qui a été naturel entre Montréal et Paris et qui a mené justement au développement de cette conférence de Paris-là, d'où on tiendra notre 8e édition de la conférence de Paris cette année. Là, je sais, puis je ne vais pas vous devancer, mais on a Montréal, on a un à Toronto, Miami, on a à Paris, on a aux États-Unis, à Phoenix et en Argentine. Absolument. Absolument. Donc, tu vois, je ne savais pas pour l'Amérique latine. Je ne savais pas que vous étiez aussi là. En fait, peut-être vous donner un petit topo annuel là, de nos conférences. Si je vous parcours l'année 2025, vous allez comprendre. Ça vous garde quand même occupé durant l'année. Ça nous garde occupés. On a un petit break entre la conférence de Paris là, qui se termine un peu avant Noël, puis notre première conférence, là, justement, qui est notre conférence de Buenos Aires. Nous, on l'appelle la conférence LATAM. Puis cette année, elle s'est tenue, je pense, le 18 mars. Okay. Donc, elle se tient à Buenos Aires. C'est un format un peu différent des autres. C'est une conférence sur invitation. On l'a développé avec notre partenaire Integra Capital. Vous allez voir parfois le logo du Forum économique. Vous avez aussi le logo de Integra Capital qui est associé. C'est un réel partenaire multiplateforme de la conférence, du Forum économique international des Amériques. Donc, c'est une conférence d'une journée et demie, mais essentiellement une journée de conférence. Les thèmes qu'on aborde en Argentine ou à Buenos Aires sont évidemment les dimensions politiques, économiques, mais beaucoup au niveau de l'énergie et des ressources naturelles. Ce sont évidemment des thématiques régionales très importantes. Et l'Argentine, vous êtes au courant, est une destination maintenant très prisée. On a toujours su que l'Argentine avait un potentiel économique, avait tout pour réussir là, en matière d'énergie, de ressources naturelles, d'éducation de sa population. Eh bien là, je pense que tous les yeux sont rivés sur l'Argentine. On sent ce momentum-là. Et puis, le président Milei semble jusqu'ici avoir réussi à passer ses priorités économiques, ce qui amène une certaine, j'ai envie de dire, une certaine stabilité qui fait que les gens, maintenant, s'y intéressent beaucoup. Donc, on a beaucoup d'intérêt pour cette conférence-là. On organise la 4e édition l'an prochain, vraisemblablement au mois de mars. Je ne suis pas sûr si la date a déjà été arrêtée. Et notre deuxième événement, c'est notre forum de Phoenix, que nous appelons le Phoenix Global Forum. Il s'est tenu les 8 et 9 avril dernier. On organise cette conférence-là avec Sister Cities, qui est un organisme associé à la ville de Phoenix, un organisme de développement économique. C'était notre 2e édition. Évidemment, c'est une autre
perspective que celle de Phoenix. À travers cet événement-là, on découvre tout le dynamisme de cette ville-là, qui a une capacité d'attraction, d'investissement énorme. Les thématiques qu'on aborde à Phoenix sont, encore une fois, on touche toujours à la macroéconomie, la politique, mais on va beaucoup dans les technologies, beaucoup dans l'innovation. Phoenix est vraiment au cœur de tout ce qui est l'industrie des microprocesseurs, beaucoup d'investissements dans le domaine de la défense. Donc, très dynamique. Je pense si ma mémoire est bonne, on parle de la 5e ville en importance au niveau de l'attraction des investissements aux États-Unis. Donc, voilà, sur 2 jours et l'année prochaine, donc, sera notre 3e édition. Par la suite, on enchaîne avec la Conférence de Montréal. Donc, on respire pas beaucoup, là, de avril à juin, et là, on enchaîne avec la Conférence de Montréal. Je vous en ai parlé un petit peu. Celle-ci sur 3 jours. Je pense qu'on va discuter un peu des thèmes tantôt. Et par la suite, on a notre pause d'été. Et ça nous amène à notre événement de Toronto. Donc, le Toronto Global Forum, en ordre chronologique, c'est la 2e conférence qu'on a développée. Ça a été comme une progression naturelle d'aller canadienne, d'aller vers le grand centre du Canada, le grand centre économique. Je dirais d'un terme d'ampleur, ça ressemble beaucoup à la conférence de Montréal, à peu près le même nombre de participants, soit 2500, entre 2000 et 2500, 150 conférenciers, à peu près le même nombre de séances, de rencontres bilatérales. On a des thématiques un peu différentes. Donc, encore une fois, on touche à la politique, toujours, c'est très important. D'un point de vue économique, finance, on va être plus près des marchés des capitaux. Parce qu'évidemment, on est près de la grande bourse. Donc, évidemment, il y a ça naturel. On va parler aussi beaucoup d'infrastructures. Donc, c'est un thème qui revient année après année. Les chaînes d'approvisionnement, l'infrastructure, c'est des thématiques. Et l'énergie également. Et souvent, on a un regard différent sur l'énergie. Montréal, on a un regard énergie renouvelable, hydroélectricité. Il y a des sujets qui sont peut-être moins abordés, alors qu'à Toronto, on va parler d'énergie nucléaire de long en large. On va parler du développement du gaz naturel et ainsi de suite, puis des infrastructures qui sont nécessaires. Donc, cette année, ce sera du 15 au 17 octobre. Elle est présentée au Fairmount, au centre-ville Fairleigh York, qui est un très bel hôtel au centre-ville de Toronto. Et par la suite, c'est notre événement de Miami, le 24 et 25 novembre, si je ne me trompe pas. Quand même bien organisé. Ils ont sélectionné les bonnes dates pour aller à Absolument. En tout cas, ceux qui pensaient qu'au Forum des Amériques, ils travaillaient toute l'année juste pour une seule conférence, là, ils vont avoir des surprises. Là. Absolument. Je vous garantis que ce n'est pas le cas. Non, mais je n'en doutais pas, mais je voulais faire un peu d'humour. C'est aussi pour le podcast, on essaye de ne pas se prendre trop au sérieux, même si on parle de choses sérieuses. Absolument. Évidemment, Miami, c'est Miami. Donc, historiquement, on était à l'hôtel Biltmore. Cette année, on a revu un peu le format. On a l'impression que les États-Unis sont un marché, surtout le marché de la Floride est un marché en transformation. Oui. On avait besoin de revoir un peu le format et cette année, on est extrêmement excités du nouveau format de notre conférence à Miami. Ça peut paraître étrange, mais les problématiques ou les thèmes qu'on aborde à Miami, à notre conférence, qui s'appelle le World Strategic Forum, sont très reliés à l'innovation et souvent à l'innovation financière. Donc, je vous dirais, c'est la tribune dans laquelle on va regarder la finance alternative, les crypto-monnaies, comment investissent les family office, notamment. Donc, on est toujours, évidemment, on discute politique. On a eu quelques sénateurs américains qui sont venus nous rencontrer dans les dernières années. Donc, évidemment, on est ancré avec la réalité floridienne du sud des États-Unis, mais on touche aussi beaucoup à l'innovation, ce qui est assez particulier comme conférence. Est-ce que ça peut être aussi une sorte de plateforme avec l'Amérique latine, parce que Miami, c'est quand même un beau trait d'union avec l'Amérique latine où vous êtes maintenant établi avec la conférence à Buenos Aires? Absolument. Historiquement, c'était en fait une des missions premières. Le World Strategic Forum était vraiment ce pont-là entre l'Amérique latine et les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et je dirais que c'était bidirectionnel.
Au début, c'était vraiment, bon, comment on va investir en Amérique latine? Et au fil des années, c'est devenu aussi, mais comment les capitaux d'Amérique latine peuvent investir aux États-Unis? Exactement, parce que on a un peu tendance à l'oublier, mais l'Amérique latine, c'est devenu quand même depuis maintenant plus de 15 ans une espèce de puissance quand même économique et financière. Absolument. Absolument. Moi, j'ai quelque chose que je remarque. 2 conférences au Canada, 2 aux États-Unis, une en Amérique du Sud. Une à Paris. Une à Paris, en Europe. J'ai envie de vous dire qu'il en manque peut-être une en Afrique et une en Asie. Est-ce qu'il y a des plans? Je pensais que tu allais dire la Grèce. Ça serait fantastique. Hein? Tiens, en Afrique, on pourrait faire ça au Maroc. Non, mais j'ai envie de vous poser une question. En Afrique et Asie, c'est quand même des marchés, des pôles intéressants. Est-ce qu'il y a des plans peut-être de créer d'autres ponts et vraiment avoir une présence globale? Je vous dirais que oui. Évidemment, probablement que Nicolas Rémillard serait mieux placé pour répondre à cette question-là, mais lorsqu'on a des discussions à l'interne, c'est clair qu'on est toujours, pour les raisons que j'ai évoquées, il nous manque effectivement probablement une présence en Afrique, une présence en Asie, donc c'est les marchés qu'on va regarder. Il y a eu des discussions préliminaires. C'est des discussions qui se sont déjà tenues, également le Moyen-Orient. Ouais. Il y a eu des discussions qui ont avancé à ce niveau-là. Il faut comprendre que d'intégrer dans vos activités une conférence, ça demande quelques années. Ça demande un peu de temps. Et là, on en a 2, je vous dirais, à amener à maturité. Notre projet de Buenos Aires, c'est loin, Buenos Aires, pour une compagnie canadienne. Donc, ça amène son lot je ne veux pas dire de complexité, mais peut-être de défis logistiques. Donc, je pense que là, présentement, avec notre conférence de Phoenix qui va célébrer, ce sera sa 3e édition, je pense que les yeux vont être ouverts là, sur les prochains marchés. Évidemment, les Maroc, ces territoires-là en Afrique sont potentiellement des naturels. Vas-y, excuse-moi. Une question, parce que là, on mentionne quand même 6 endroits un peu éparpillés partout dans le monde, des conférenciers dans les milliers, des thèmes super intéressants, des invités, etc. Et ça, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a une mécanique quelque part où on peut peut-être voir l'impact de ces discussions-là, de ces échanges-là? Vous avez dit que il y a des rencontres bilatérales que vous organisez à chacun de ces forums-là. Comment on fait pour mesurer un peu l'impact de ces discussions-là et des échanges dans 1, 2, 3, 4, 5 ans? Est-ce que vous avez ces mécanismes-là en place pour savoir, bon, grâce à ça, on a réussi à faire ça, par exemple? Absolument, mais évidemment, c'est un peu, je vous dirais pas le nerf de la guerre, mais souvent, une rencontre qui se tient dans un forum, un PDG qui rencontre un autre PDG, ça discute, ça peut se concrétiser sur une période de 3-4 ans dans le temps. Donc, évidemment, nous, on a toutes ces histoires-là avec les partenaires. On a des partenaires très fidèles qui nous suivent depuis des années. Donc, on connaît les histoires, on connaît ces retombées-là qu'on a pour les entreprises et la valeur que certains gouvernements ou des représentants du gouvernement nous attribuent pour leur ouvrir des marchés lorsqu'ils vont dans les secteurs, ou pas les marchés, mais dans les marchés dans lesquels nous sommes. Donc, le calcul des retombées, c'est quelque chose qui est très important pour nos commettants, notamment ici au Québec. Donc, la conférence de Montréal bénéficie de l'appui notamment du gouvernement du Québec, gouvernement du Canada. Donc, évidemment, ces instances-là veulent comprendre comment sont générées les retombées. Donc, on est dans un processus qui a commencé il y a peut-être 24 mois avec une méthodologie très spécifique sur comment on évalue ces retombées-là. Et toute l'industrie du milieu toute l'industrie des événements d'affaires, en fait, est dans ce questionnement-là. C'est pas seulement la conférence de Montréal, pour essayer d'arrimer une mécanique qui va permettre à des tiers ou des contributeurs ou des parties prenantes de bien comprendre quelles sont ces retombées-là. Pour l'instant, on peut parler des retombées qu'on annonce durant l'événement. L'an dernier, on a annoncé un investissement dans des installations dans un aéroport. Donc, un de nos partenaires a reçu un financement important. Donc, il y a des éléments comme ça, mais il reste que notre impact dépasse beaucoup ce qui peut se passer sur une année. Et parfois, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars quand tu as
connecter des entreprises ensemble, mais c'est dans le temps. Donc, souvent, c'est pas facile à revenir sur « Ah, tu vous souvenez, la conférence de Montréal 96, c'est grâce à ces premières introductions-là qu'en 2023, maintenant, on ouvre un bureau. Mais on a aidé, là, concrètement, on parle de 2 fonds d'investissement européens qu'on a accompagnés, là, évidemment, pour qu'ils viennent s'établir à Montréal. Là. On parle dans les derniers 12-18 mois. Donc ça c'est des réussites concrètes. D'être capable de chiffrer, ça reste un exercice assez complexe. Ah non, c'est sûr. Mais bon, il faut dire, il y a ce qui est mesurable directement. Donc, lorsque, je sais pas moi, quand il y a des signatures de contrats, ou ça, c'est assez clair. Quoique, parfois, ça peut être aussi, confidentiel et donc pas nécessairement dit publiquement, d'une part. Ben, il y a ensuite le côté qui est plus difficile à chiffrer. Donc, ça veut dire d'abord la visibilité, c'est pas rien. Hein. Donc, la publicité pour l'environnement d'affaires canadien et québécois, c'est quand même important. Puis ça, c'est encore plus difficile à calculer, c'est le potentiel. Le potentiel, donc vous avez donné un bon exemple. Il y a une conférence telle année. C'est difficile de dire que 12 ans plus tard, c'est grâce à la conférence que quelque chose s'est passé, mais on sait que les premières tractations se sont faites là, les premiers intérêts ont été là, et puis ça a nécessité des va-et-vient, et puis parfois des périodes où on pensait que le projet allait plus prendre, mais finalement, il y a quelque chose dans le monde qui se passe. Et là, tout d'un coup, il y a un regain d'intérêt pour telle ou telle transaction et que ça se fait. Là, avant qu'on parle peut-être aussi des thèmes, bien sûr, parce que ça nous intéresse de savoir ça, mais on est quand même dans un contexte qui est un peu brouillé, parce que c'est une conférence qui prône et qui fait la promotion des relations internationales au sens large du terme, c'est-à-dire y compris le commerce international. Puis là, le commerce international est un peu brouillé avec tout ce qui se passe dans le monde. Là, on fera pas on n'en parlera pas, là, mais nos voisins du Sud, mais aussi ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Europe avec l'Ukraine et la Russie, et j'en passe. Hein, d'autres choses parfois dont on ne parle pas, mais qui ont quand même des impacts. Moi, je le dis, puis j'ai aucun problème avec ça. Je suis très favorable au commerce international. Certains appellent le genre de personnes que je suis des mondialistes. Puis savez-vous quoi? Je l'assume. Oui, je suis un mondialiste tout en étant un fier Québécois, fier Canadien, tout en pensant que oui, il y a un intérêt d'abord pour les entreprises d'ici, hein, et les emplois d'ici, puis la vie des gens d'ici. C'est évidemment la première chose et la chose la plus importante pour moi. Mais on dirait que depuis un certain nombre d'années, on malmène les mondialistes qui adorent ce genre d'événement. Donc moi, qui adore ce genre d'événement, parce que je trouve que c'est l'opportunité pour les entreprises québécoises et canadiennes de se positionner dans un monde qui est difficile, dans un monde qui est très concurrentiel, dans un monde où parfois, souvent, même si on est meilleur, mais on est moins fort, donc parfois jouer du coude, c'est pas facile. Dans un monde où la communauté internationale, au sens large du terme, est extrêmement importante, parce que le Canada a beau faire partie du G7, par exemple, disons que on est peut-être dans certaines tables intéressantes, mais on n'est pas capable d'imposer une vision du monde. Là. Donc, en toute humilité et toute fierté aussi d'être Canadien. Ces rencontres-là servent à des dialogues. Donc, alors aujourd'hui, la place du dialogue et donc de ces conférences-là, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est malmenée un petit peu à travers le monde? Est-ce qu'elle est malmenée? Si elle l'est, on ne le sent pas, nous. Je vous dirais qu'au contraire, on sent vraiment un engouement
particulièrement depuis cette nouvelle réalité-là. Là. Évidemment, depuis l'élection de l'administration actuelle américaine, les choses ont changé et changent rapidement. Et on sent vraiment un engouement, des anciens partenaires qui reviennent nous voir. Donc, les gens cherchent des mécanismes à travers lesquels ils peuvent comprendre ce qui se passe. Donc, et comprendre, ben, c'est aller voir en vrai. C'est d'écouter les gens qui le font au jour le jour. C'est pas nécessairement toujours avoir des filtres entre l'information qui est communiquée. Donc, à ce niveau-là, je vous dirais que nos plateformes sont... L'engouement, il est là. Ils sont peut-être malmenés dans certaines critiques. Oui, vous avez parlé des mondialistes ou ainsi de suite. Mais je pense que d'avoir ce discours-là avec le Forum économique international des Amériques est de mal comprendre le produit. Donc, effectivement, il y a des décideurs, des grands financiers qui vont venir de discuter. Mais on est aussi capable d'avoir des classes de maîtres pour aider les entrepreneurs à faire de la transition numérique, par exemple. Donc, on prend l'ensemble des problématiques, mais on essaie de les appliquer à la réalité au jour le jour de nos entreprises, des participants qui y vont. Donc, je vous dirais que oui, il faut faire attention de la façon dont nous véhiculons nos messages. Nous sommes conscients qu'une partie de la population se sent un peu déconnectée puis la désinformation, qui est un thème que nous allons aborder à la conférence de Montréal, n'aide pas là, dans ce sens-là, là, les théories conspirationnistes et ainsi de suite. Donc, souvent, c'est lié à ces idées-là des grandes rencontres. Mais tant que les stratégies du gouvernement canadien, du gouvernement du Québec, la Ville de Montréal seront ouvertes vers les marchés internationaux, puis je pense que nous avons en quelque sorte pas le choix. Nous sommes des petites économies, 35 millions de personnes, on doit interagir avec les marchés internationaux, ben, nous serons là pour appuyer ces démarches-là. Donc, on s'arrime avec les stratégies de nos parties prenantes. Mais donc, c'est super intéressant ce que vous dites, parce que d'une certaine manière, si je peux me permettre de le vulgariser, puis corrigez-moi si je me trompe, mais c'est-à-dire qu'à l'intérieur de toutes ces discussions-là, même les critiques vis-à-vis du commerce international, même le sentiment de ceux qui considèrent être laissés pour compte dans le contexte international, tout ça est aussi discuté à l'intérieur. Et dans le fond, c'est comment faire en sorte que à la fois tout le monde y trouve son compte et puis d'éviter les angles morts du commerce international. C'est-à-dire que oui, on est favorable à ça, mais on prend conscience qu'il y a des angles morts et que ces angles morts-là, il faut en tenir compte, dans le fond. Les adresser, puis en tenir compte. Absolument. Puis, je pense que s'il y a une leçon de ce qu'on vit actuellement, c'est qu'il y a des adaptations. Peut-être que le monde n'est pas correct, mais il y a des ajustements à faire. Clairement, oui, on a bâti un système de commerce international, mais il y a probablement encore du travail à faire pour les améliorer, pour qu'ils soient plus inclusifs, puis qu'ils soient plus justes. Donc, à ce niveau-là, ce sont... je pense que c'est des thématiques qui sont, ou c'est des tendances qui sont irréversibles. Malgré les discours qu'on entend sur l'isolationnisme, je pense que lorsqu'on regarde comment se sont développées les économies, les réalités économiques des pays, le commerce international va rester au cœur des discussions et a besoin de rester au cœur des discussions. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même une certaine responsabilité de votre côté aussi de prouver le contraire aux gens qui peut-être pensent de cette façon-là. Tu sais, c'est une responsabilité que vous avez de dire, ben écoutez, bon, c'est correct, vous avez le droit de penser comme vous voulez, mais voici ce qu'on fait, voici ce qu'on a fait, puis en passant, la conférence qui arrive, ben voici de quoi on parle. Et je vous laisse un peu la porte, j'ouvre la porte peut-être de discuter un peu des thématiques cette année. J'imagine que c'est une année quand même, je veux pas dire difficile ou compliqué, mais les défis sont là. Vu ce que Salim vient de dire avec la réalité de la nouvelle administration américaine, les politiques en Europe de l'Est puis au Moyen-Orient, c'est sûr et certain que le monde est bouleversé, puis vous devez suivre un peu cette même ligne-là. Absolument. Là, je pense à la dernière annonce de ce week-end là, sur les tarifs qui seront peut-être imposés sur l'acier à 50% et l'aluminium. Donc, clairement, un Rio Tinto qui exporte énormément doit se dire, bon, je dois participer à une conférence, mais là, il y a des enjeux réels.
Pour expliquer un peu comment on a construit, à mon humble avis, puis je pense que c'est l'avis de l'équipe du Forum économique, c'est idéal pour nous. Cette conférence-là prend tout son sens cette année. On a décidé d'utiliser la thématique de changement vecteur d'opportunité. Donc, évidemment, on va essayer, dans le contexte actuel, d'aller identifier les opportunités pour les différentes parties prenantes. Encore une fois, on a parlé de nos participants et ainsi de suite. Lorsqu'on parle de changement, il y en a beaucoup. Nous, on s'est concentré lorsqu'on a mis de l'avant notre programmation sur 4 changements majeurs. Le premier, l'accélération de la transition énergétique et du financement durable. Donc, évidemment, les changements climatiques, perte de biodiversité, toutes ces tendances-là environnementales fortes amènent les gouvernements, les entreprises à revoir leur modèle. Ils n'auront pas le choix, que ce soit les risques que ça va amener à leur entreprise et ainsi de suite. Donc, ce changement-là, il est clairement en accélération. Souvent, les gens, on entend un peu parfois des discours climato-sceptiques. On a l'impression qu'il y a un certain recul sur les normes environnementales, sociales, de gouvernance. Mais la réalité, il y a une expression en finance qu'on connaît tous, le « follow the money ». Puis on voit que dans les prochains 12 mois, on estime à près de 2 000 milliards les investissements là, dans la transition énergétique. C'est des sommes colossales. Et on parle d'un besoin de 30 000 milliards de dollars d'ici 2030 pour assurer cette transition énergétique-là. Donc, c'est une dynamique irréversible. Donc, malgré le discours qu'on peut entendre, c'est très, très, très important là, d'y porter attention puis de continuer à y discuter. Puis, on verra peut-être comment on l'exprime, nous, ou comment on décline ça dans notre programme. Le deuxième changement qui, pour moi, va tellement vite, c'est la révolution technologique, l'avènement de l'intelligence artificielle. Moi, personnellement, des fois, j'ai l'impression d'y perdre un peu mon latin. Alors ça, clairement, ça demande, ça a un impact sur la productivité, ça a un impact à plein d'égards pour les entreprises. On a comme l'impression que ceux qui l'adoptent, puis qui vont être là, qui vont être les premiers à l'utiliser, ils vont peut-être être les gagnants de demain, et ceux qui traînent, ceux qui ne l'adoptent pas ou qui ont un certain recul, vont avoir des difficultés assez rapidement. Donc, clairement, un changement extrêmement important et on va en discuter. C'est une thématique qu'on aborde sur différents angles. L'autre est relié à la restructuration des chaînes d'approvisionnement. Et on en a discuté un petit peu tantôt, que ce soit les tensions géopolitiques, les cicatrices qui nous restent de la pandémie, des nouvelles politiques industrielles aux États-Unis. Donc, clairement, à ce niveau-là, ça crée des défis, mais énormément d'opportunités sur les marchés locaux, sur les marchés internationaux. Donc, on va aborder ça comme changement. Et le quatrième... on parle de multipolarité maintenant, on parle de nouvelles alliances stratégiques, donc il semble avoir une croissance au niveau de la multipolarité. On voit l'émergence de puissances économiques qu'on voyait depuis longtemps, mais qui maintenant semble s'assumer, semble approcher les dynamiques de façon différente. Donc ça aussi, on voit le membership du BRIC qui augmente beaucoup. Donc on sent qu'il y a cette multipolarité-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on s'y retrouve? Puis un pays comme le Canada doit naviguer dans tout ça. Là. Oups, il y a ça, mais il y a ça, il y a ça, il y a mes... Donc, c'est les 4, je vous dirais, changements principaux qu'on va regarder puis qu'on va essayer de dire c'est quoi l'opportunité pour vous, là, les compagnies canadiennes, québécoises et les citoyens et les politiciens qui vont participer. Donc, c'est le dialogue qu'on va essayer d'amener à la table. Mais juste par curiosité, parce que bon, j'écoute les thématiques, puis ça a du sens, évidemment, vu le contexte actuel qu'on vient d'expliquer, de justement parler de ces choses-là qui non seulement font l'actualité, mais qui changent l'actualité au point où il faut qu'on s'adapte. Pas nous, là, mais les entreprises, puis même la classe politique. Et la curiosité qui ressort toujours, c'est est-ce que le changement politique vient à cause de ces rencontres-là où on sensibilise les politiciens que voici la réalité, ou est-ce que c'est la politique qui nécessite des discussions
C'est comme l'œuf ou la poule. Et je sais qu'on rentre dans un domaine un peu politique, puis peut-être qu'on revient à l'argument de Salim sur l'anti-mondialisme, puis toutes ces affaires-là. Mais c'est quand même intéressant parce que c'est impossible qu'un élu qui rentre dans cet événement-là et qui suit un peu les discussions sur ces thématiques-là, ça va pas allumer une petite ampoule quelque part pour dire est-ce que notre gouvernement a pris les bonnes orientations? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit apprendre là-dessus? Ou est-ce que c'est des thématiques qu'on met de l'avant parce qu'on a un gouvernement qui veut aller, par exemple, vers une direction? Comment est-ce qu'on pèse? Je voudrais pas avoir la prétention, encore une fois, je suis qu'un porte-parole ici, mais ce serait un peu prétentieux de dire que nous allons être capables de transformer les opinions des politiciens qui viennent à la conférence. Ces gens-là sont confrontés. Et c'est pas votre objectif, de toutes les manières, comme forum. Ce n'est pas notre objectif. Cela dit, ce qu'on cherche à amener, c'est des intervenants sur place qui sont susceptibles de leur montrer des meilleures pratiques, des façons différentes de faire. Susceptibles, on l'espère, de les amener à cheminer différemment sur certains grands enjeux. Et ça, c'est sans nécessairement orienter, parce que à la fois dans une même conférence, voire dans un même panel, vous pourriez avoir quelqu'un pour quelque chose et quelqu'un contre quelque chose. Et dans le fond, c'est de laisser le débat, laisser la discussion et trouver le bon coefficient d'importance pour prendre une décision. Hein, absolument, absolument. Puis c'est fréquent là, qu'on a des points de vue qui divergent sur un panel. Évidemment, lorsqu'on parle de ces gens à des très hauts niveaux, c'est toujours dans la subtilité, c'est dans la réponse qu'on reconnaît la divergence, mais effectivement, on amène toujours cette perspective différente. Mais pour répondre à la question de Georges, on n'aura pas cette prétention-là, mais on a certainement cet objectif-là, que ces personnalités politiques-là y retirent quelque chose lors de leur participation à l'événement. Mais aussi, je le mentionnais tantôt, on est un outil de rayonnement pour le Québec et le Canada, puis on va toujours être aussi là pour servir ces gens-là qui ont des agendas, puis on veut les aider, on veut aider le Canada, on veut aider le Québec, on veut les aider à... Mais regarde, la raison que, tu sais, ça m'a piqué un peu ma curiosité, je vous entendais parler de, tu sais, la transition énergétique, puis on sait à quel point au Québec, nous, on est là-dedans, parce qu'on a cette ressource naturelle. Mais quand on voit la classe politique qui maintenant parle de corridors énergétiques, puis vous allez avoir pas mal de politiciens, là, on a Philippe-François Champagne, Mme Joly, M. Leblanc, on a M. Skeet qui sera là, Mme Martine Biron. C'est quand même des personnes qui ont une influence auprès de leur gouvernement. Et il arrive dans une conférence où on parle de transition énergétique et l'importance de miser là-dessus. Puis on a un premier ministre du Canada qui est aujourd'hui même est à l'Est canadien qui veut inciter les provinces à collaborer pour permettre à ce... Bon, on sait toujours pas c'est quoi ce corridor énergétique-là, puis sous quelle forme ça va prendre. Mais dans ma tête, juste comme ça, moi je vois un clash. Là, je vois, il y a quelque chose qui peut-être est différent à une politique et à une orientation du gouvernement. Définitivement, ça c'est une réalité qui est celle du Canada actuellement. Donc on doit chercher une autre façon de monétiser nos ressources, de la transporter. C'est pas un dossier facile. Je voudrais peut-être pas être celui qui doit statuer sur ça parce que d'un côté, on nous demande d'avoir une économie saine. De l'autre côté, je fais face à des fermetures de marché. Je n'ai pas un transfert interprovincial ou un commerce intraprovincial qui est optimal actuellement. Donc, ça semble, juste d'une perspective théorique, comme un des premiers pas à prendre. Là, il y a des juridictions provinciales et ainsi de suite. Dossier très complexe. Évidemment, nous, on ne prend pas position. On est une plateforme neutre, une plateforme apolitique, engagée dans le sens où on veut aider les gens, mais on veut pas se prononcer. Fait que ce que vous êtes susceptible d'avoir à la conférence de Montréal, c'est celui justement qui va promouvoir le passage d'un pipeline à travers le territoire québécois, puis celui qui va complètement s'y opposer. Et là, ce sera à eux de débattre et d'amener les meilleurs points de vue. Mais clairement, lorsqu'on parle du corridor énergétique, la donne a changé depuis 5-6 mois. Mais voilà, moi je trouve que c'est un bel exemple. Puis ne vous inquiétez pas, Mathieu, on avait très bien compris que
le Forum des Amériques ne prenait pas position. Puis, mais c'est un très bel exemple, cette histoire de corridor énergétique, parce que il y a quand même beaucoup d'arguments. Hein. Il y a l'argument interne au Canada, il y a aussi l'argument d'exportation. Alors, il y a ceux qui sont d'une manière générale favorables à l'exportation, mais il y a aussi d'autres personnes qui disent « Oui, mais dans le monde, là, il y a peut-être de la demande en moins pour un certain type d'énergie. » On parle notamment du gaz naturel liquéfié. Mais ça, alors il doit y avoir, j'imagine, des études là-dessus, mais dans le fond, ce qu'on a envie de savoir, on peut avoir des éléments de réponse dans des forums internationaux comme le vôtre, où on va pouvoir savoir est-ce que effectivement les Européens, par exemple, à qui aurait pu être destiné le gaz naturel venu de l'Alberta, par exemple, est-ce qu'il y a encore une demande pour ça? Ou est-ce que la demande est assez forte? Ou est-ce que, admettons, je ne le sais pas. Ben, je ne le sais pas. On lit tous les journaux et on sait un peu ce qui se passe dans le monde. Mais ou à l'inverse, les Européens se sont dit, bon, ben regardez, moi, le GNL ou le pétrole ou peu importe quoi, d'ici 2030 ou 2035, on sera moins là-dedans. Mais le temps de construire un pipeline... est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que économiquement ça vaut la peine? Mais en même temps, on a un débat interne au Canada sur la place le fait que toutes les provinces doivent trouver leur compte, notamment celles de l'Ouest qui ont une activité économique tournée vers les hydrocarbures et qui, soit dit en passant, est très légitime à défendre. Donc, on est un peu là-dedans. Excusez, j'ai fait tout un contexte, très pertinent. Mais dans le fond, ce que j'essaye de dire par là, c'est que et j'en reviens à ça, c'est l'idée même d'avoir ce genre de conférence-là, c'est d'avoir, si ce n'est pas des réponses, des pistes à explorer. Absolument. Parce que là, on n'est plus juste dans les études, et j'ai rien contre les études, c'est extrêmement important d'avoir des études concrètes, mais on est aussi dans l'intention des partenaires économiques mondiaux, que ce soit les Européens ou autres. On parle beaucoup de l'Europe en ce moment, mais donc c'est un peu la pertinence de ce genre d'exercice avec les conférences. Absolument. Puis je pense qu'il y a une certaine valeur à avoir les personnes qui sont directement impliquées. Lorsqu'on parle d'un groupe énergétique comme Total, qui est une partie prenante de la conférence de Paris, M. Pouyanné a été conférencier à la conférence de Montréal, sera conférencier à la conférence de Paris. C'est en même temps un très gros producteur d'hydrocarbures, en même temps un des plus gros investisseurs dans la transition énergétique. Donc, d'avoir cette personne-là pour en discuter, un peu comme vous le dites, d'arriver avec cette information-là non filtrée sur les intentions, sur où on va, quels seront les besoins, ce qu'on va faire, je pense que ça a une grande valeur. Puis ça permet à nos décideurs, nous ici, nos entreprises, d'avoir un message qui leur permettra par la suite de prendre ou non les bonnes décisions. Mais Salim, tu l'as exprimé mieux que moi, alors je continue. À la fin de ces forums-là, ben là, il y a celui de Montréal la semaine prochaine. C'est quoi le but ultime? Qu'est-ce qu'on souhaite là, à la fin? Tu sais, quand ce sera terminé, vous allez avoir votre rencontre. Vous allez vous dire quoi? C'est une réussite? On a réussi d'accomplir, je sais pas, A, B, C, D. C'est quoi le souhait, là? Bien, en fait, nous, l'ultime, c'est dans nos partenaires. C'est dans les parties prenantes avec lesquelles on travaille. Donc, on va les sonder, notamment. On va leur demander qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez aimé le contenu? Est-ce que vous avez eu des relations qui sont pertinentes? Avez-vous développé des liens? Donc, je pense que notre meilleur gage de succès, ce sera celui que nos participants et nos partenaires vont nous donner. Par la suite, on espère des ententes, on espère on en parlait un petit peu plus tôt lors du début de notre discussion, qu'il y ait des activités concrètes avec des retombées économiques, des investissements qui se font. On verra s'il y en aura cette année. Je vais me garder quelques secrets. Mais donc,
je pense qu'ultimement, est-ce qu'on a atteint nos indicateurs de performance? Toute organisation va voir. Est-ce qu'on a eu les gens? Est-ce qu'on a eu la couverture de presse qu'on voulait? Est-ce qu'on a la notoriété? C'est quoi les clics médias? Donc, évidemment, on a ces indicateurs-là, mais je pense qu'ultimement, est-ce que nos commettants, qui incluent le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, nos partenaires, sont satisfaits, ont trouvé une valeur dans ce qu'on a fait? C'est là où on va aller chercher, nous, notre satisfaction. Excellent. Céline, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Moi, j'ai couvert pas mal toutes mes questions. Parce que là, si je pose plus de questions, là, on va amener le forum à se positionner. Là. On va pas, le but ici, c'est de pas de mettre dans le trouble. Non. C'est une blague. Mais merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour l'échange. C'était fort intéressant. Puis moi, je suis un grand fan de votre conférence. Est-ce qu'il y avait peut-être un dernier mot aux gens qui écoutent? On va publier l'épisode plus tôt, comme ça, on va passer le mot aussi là, que le forum se tient la semaine prochaine. Donc, c'était le 9, 10, 11, je pense. 9, 10, 11, à l'Hôtel Bonaventure. Encore une fois, toute l'information disponible sur www.laconferencedemontréal.com. Si vous ne connaissez pas, venez découvrir la Conférence de Montréal. Si vous êtes déjà venu, revenez. On en a parlé. C'est une année extraordinaire cette année. Puis je pense, même si Nicolas était avec moi, Nicolas Rémillard, je pense qu'il vous dirait que c'est une des plus belles programmations des 10-15 dernières années. Pertinente, d'actualité, d'impact. Alors, voilà. Puis je terminerai en vous remerciant, messieurs. C'était une belle discussion. Puis on a un forum à Toronto au mois d'octobre. Je suis tout de suite... je vous dis tout de suite que j'accepte l'invitation pour venir. C'est bon, on fera en anglais cette fois-ci. On fera en anglais. Merci beaucoup tout le monde et encore une fois, merci. Bonne chance pour l'événement et bon succès pour la suite pour l'année. Vous en avez pas mal d'autres là, qui s'en viennent aussi. Un grand merci à vous tous. Abonnez-vous, comme on a dit, à YouTube, sur les plateformes audio. Allez nous chercher, vous nous trouvez sur les réseaux sociaux. Partagez, aimez, faites toutes ces belles choses-là. On vous apprécie énormément et on vous voit la semaine prochaine avec un tout nouvel épisode. Merci. Merci, au plaisir.